Alors bonjour à tous et Bonjour. bienvenue à ce 15e rendez-vous de l'espace ressources simulation en santé où nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le CEPIAS des Pays de la Loire, donc avec Éric Tricot et Nathalie Baudet, qui vont nous parler de simulation en santé et hygiène, se former en établissements médico-sociaux. Donc, on est ensemble pour 1 heure et ce que on vous propose, c'est il y aura un temps de questions-réponses à l'issue de la présentation, mais bien entendu, au fur et à mesure, vous pouvez poser vos questions dans le chat si vous le souhaitez ou prendre la parole à la fin. Et donc, sans plus attendre, je vous laisse la parole. Bien, Eh bien, bonjour à tous. bonjour à tous. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, moi, je suis Nathalie Baudet, cadre sur le CEPIAS, cadre hygiéniste sur le CEPIAS Pays de Loire. Et je coordonne le groupe de travail simulation en santé du CEPIAS Pays de la Loire. Bonjour, Éric Tricot. Donc, je suis hygiéniste au centre hospitalier du Mans. Je suis aussi coordonnateur du relais territorial sartois Lutin 72 auprès d'établissements médico-sociaux et d'établissements sanitaires. Et j'ai été membre du groupe Simulation en santé piloté par le CEPIAS des Pays de la Loire depuis son origine. Bonjour. Bonjour. Donc, nous allons commencer par vous présenter le CEPIAS pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est le Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins. Nous sommes un des 17 CEPIAS de France. Nos missions sont des missions d'expertise et d'appui en gestion du risque infectieux, donc pour le suivi et la prévention des infections associées aux soins. Et le CEPIAS des Pays de la Loire coordonne et anime un réseau sur le territoire des Pays de la Loire et ce réseau travaille vers les EMS. Donc notre public, ce sont les établissements sanitaires de la région et puis les établissements médico-sociaux donc, qui accueillent des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Donc, voici la présentation des relais territoriaux. Donc, certains connaissent, mais vous voyez que même si on est une petite région, en fait, on a un réseau très développé avec 10 relais. Un relais sur la Mayenne, qui n'a pas un nom très original, parce que c'est RTH 53. Et certains réseaux ont des noms un peu plus agréables. Donc, il y a le Lutin 72, le réseau Angelin sur le CHU de Nantes, sur le CHU d'Angers, pardon, le réseau Saumurois, le réseau Choletais. En Vendée, il y a 2 réseaux, Clindrève et Clin. Et sur la Loire-Atlantique, il y a 3 réseaux, Corillin, dans la région de Châteaubriand, Colline vers Saint-Nazaire et Éléphant, qui est nouvellement créé autour de Nantes. Et il faut savoir que chaque réseau territorial est rattaché en fait à un CH ou à un CHU. Donc, le groupe de travail de simulation en santé est un groupe assez ancien puisqu'il a été créé en 2014 avec des toutes premières formations réalisées dès 2016. Moi, je suis arrivée sur le groupe de travail en 2020 lorsque je suis arrivée au CEPIAS. Donc, les 13 membres actuels qui composent le GT Simulation est composé de 3 praticiens hygiénistes et de 10 IDE et cadres en santé. Tous ces professionnels sont formés à la prévention et au contrôle des infections. Donc, PCI, c'est le nouveau terme pour hygiéniste. Hein, désormais, vous entendrez plus souvent parler de PCI que d'hygiéniste. Donc, nous sommes tous hygiénistes de formation, tous formés à la simulation en santé en ayant obtenu ou
en obtenant très prochainement l'attestation universitaire que nous suivons à Angers et bien sûr par du compagnonnage tout au long de nos interventions. Nous sommes des hygiénistes qui connaissons bien le terrain donc sanitaire, mais aussi le terrain des EMS, puisque vous avez vu qu'il y a un réseau territorial très important. Et donc, les personnes du groupe de travail font partie de ces réseaux territoriaux. Et puis, nous faisons régulièrement des déplacements dans les établissements. Donc, nous connaissons ces établissements. Donc, lorsqu'on devient membre du GT Simulation, c'est parce que on est volontaire pour devenir membre actif dans ce groupe. C'est parce qu'on a donc une expérience importante en hygiène, mais aussi une connaissance importante des EMS. C'est un engagement à participer aux réunions de travail qui sont de l'ordre de 5 à 6 par an. Et puis aussi un engagement à être formateur ou à être acteur, enfin à participer aux journées de formation. Les objectifs de formation de simulation en santé auprès des EMS que nous proposons, c'est des formations qui sont adaptées de façon à pouvoir entraîner des gestes réflexes des professionnels et puis essayer d'harmoniser les compétences et les pratiques professionnelles des personnels des EMS. Et on essaye aussi d'adapter nos formations aux recommandations, puisque les recommandations dans le domaine de l'hygiène évoluent très régulièrement. Et donc, ça nous oblige à bien suivre ces évolutions des pratiques de façon à bien respecter les recommandations. Concrètement, nos formations s'adressent à tous les personnels qui réalisent des soins auprès des résidents. Ça s'adresse aussi aux référents ou aux correspondants en hygiène qui sont parfois en place dans les EMS. Nous cherchons à leur apporter une réponse différente et complémentaire. Nous cherchons à les former par des ateliers pratiques sans risque pour les apprenants, pour eux-mêmes, et puis pas de risque pour le résident. Nous cherchons à les former avec le droit à l'erreur, et puis ça leur permet aussi d'apprendre des erreurs des autres. Donc, les établissements médico-sociaux, comme nous le savons tous, ont des difficultés au niveau des ressources humaines. Actuellement, il y a du personnel qui est peu formé, qui est parfois très peu sensibilisé aux risques infectieux. Le personnel n'a parfois aucune formation initiale. Alors, pendant la crise Covid, où nous sommes beaucoup intervenus dans les établissements, nous avons vu une évolution des pratiques qui était intéressante, puisqu'il y avait une vraie évolution des pratiques en matière de prévention, notamment sur le port des EPI, bien adapté. Enfin, voilà, on était assez confiants. Le soufflet, malheureusement, est retombé. Et après la crise, on se retrouve face à des professionnels qui ont des pratiques qui, qui n'ont pas évolué et puis qui sont malheureusement, enfin, ils sont vraiment en situation difficile vu le problème d'effectifs. Et on voit vraiment qu'il y a une baisse de la vigilance par rapport aux risques infectieux. Donc, nous faisons donc plusieurs formations chaque année. Depuis le début des formations, nous avons pu mettre en place 33 journées sur 8 années, alors sans compter la période autour du Covid. Donc, bien sûr, il y a eu un arrêt des formations. Et puis après, ça a vraiment mis du temps à se remettre en place. Donc, les formations que nous proposons ont lieu dans des centres de simulation
ou dans des centres, dans des salles qui dépendent de d'IFSI, un institut de formation, d'IFSI ou pour AS. Nous avons pu former sur ces 8 années 212 personnels d'établissements médico-sociaux par le biais de notre journée de formation intitulée Gestion du risque infectieux des résidents auprès des résidents en EMS. C'est une formation qui a été labellisée en 2018. Parallèlement, nous proposons une formation pour les hygiénistes qui est consacrée à la gestion de crise en hygiène. Là, nous avons pu former 35 hygiénistes. Alors, nous essayons de communiquer, de faire connaître ces formations intéressantes pour les établissements médico-sociaux. Donc, voici un affichage et un flyer que l'on va prochainement distribuer, qui rappelle bien que ces formations de simulation en santé se passent en petits groupes de 6 à 8 personnes maximum. On y aborde des thématiques variées. Ça nous permet de mettre en place des situations qui sont filmées et qui sont proches du réel. Et les sessions sont donc réparties sur la région et on est en train de voir pour avoir d'autres centres ou espaces de simulation. Hein. Et donc, c'est bien le public, c'est bien les professionnels de santé, des établissements médico-sociaux et de la filière gériatrique. Et donc, nous proposons 8 sessions par an. Je vais laisser la parole à Eric qui va vous détailler nos journées. Alors oui, bonjour. Moi, je vais vous parler un petit peu du déroulé de la journée de formation à destination des professionnels des établissements médico-sociaux. Donc, en général, c'est une journée qui commence à 9 heures pour les apprenants, un petit peu plus tôt pour les formateurs, hein, puisqu'il y a quand même de la préparation. Mais donc, ça commence par un accueil et une inclusion du groupe. Hein. Quand je dis inclusion, c'est un tour de table, ça peut être un petit jeu sur quelle est votre humeur du jour, voilà. Et puis ensuite, on fait un apport théorique participatif grâce à notre ludothèque. Donc en gros, on va mettre les apprenants en position de questionnement et de réflexion à partir d'un jeu hein, sur les précautions standards en établissement médico-social, avec un débriefing collectif. Donc ça, c'est vraiment la grande, le fil rouge de la matinée. Ensuite, on va leur présenter, alors c'est pas tout à fait fini pour la matinée, excusez-moi, on va leur présenter la simulation en santé. On a une petite vidéo, un petit film qui leur présente en quoi consiste la simulation en santé. Et on va leur présenter le centre, et en particulier la chambre, l'espace où ils vont avoir à jouer l'après-midi, entre guillemets, les mises en situation. Surtout aussi, être transparent sur l'organisation de la salle, sur le matériel, et entre autres, bien expliquer qu'il y a des caméras, voilà, qu'il n'y a pas de non-dit pour les apprenants. Ça, en effet, c'est le matin. Et pour l'après-midi, alors pour l'après-midi, justement, on va mettre les apprenants qui sont donc en petits groupes en situation, mais évidemment après un briefing. Chaque apprenant interviendra dans les situations soit seul, soit en binôme, et en fonction de la composition du groupe, ils pourront vivre une ou deux mises en situation. Parce qu'on a des situations qui sont prévues avec des binômes infirmiers-aides-soignants, d'autres plutôt infirmiers seuls ou aides-soignants seuls. Et donc, on adapte évidemment les binômes et les situations en fonction de l'effectif et des qualifications professionnelles des présents à la formation. Donc, en effet, ce sont des scénarios proposés en rapport avec des situations quotidiennes. Hein. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de mise en difficulté des professionnels. Hein. L'idée, c'est vraiment la bienveillance.
Donc, c'est vraiment des scénarios sur les précautions standards, sur la prévention des épidémies rencontrées des établissements médico-sociaux, les gastroentérites aiguës, les infections respiratoires. Et on a aussi quelques scénarios sur des soins courants, plus ou moins techniques, en fonction, encore une fois, du public qu'on accueille. On peut parler de sondage urinaire, on peut parler de perfusion, par exemple. Donc ça, c'est la mise en situation après le briefing. Et chaque situation jouée par les apprenants est filmée, puisqu'il y a des caméras, et le reste du groupe observe la situation jouée par ses collègues. Et à la fin de chacune des mises en situation, il y a un débriefing collectif de chacune des mises en situation, selon la méthode RAS. Alors, quand je dis débriefing collectif, ce n'est pas que chacun des observateurs intervienne. L'objectif, c'est vraiment de faire s'exprimer les apprenants qui ont joué la situation sur d'abord comment ils ont vécu la situation, et après analyser point par point ce qu'ils ont pu réaliser comme geste ou comme réponse, parce que parfois ça peut être des réponses à un acteur, comment ils ont pu répondre à la commande, entre guillemets, aux soins, et si d'analyser eux-mêmes leurs propres erreurs et leurs propres points forts dans cette mise en situation. Et puis il y a une troisième étape dans ce débriefing, où là on fait ensuite une synthèse, on reprend globalement la situation, et on pointe les points forts, et on peut aussi revoir avec l'apprenant. Et si c'était à refaire, si vous deviez tout à l'heure, demain ou dans quelques temps rejouer cette situation, eh bien comment vous y prendriez? Et on peut apporter derrière des compléments par des protocoles ou des recommandations. Donc ça se passe l'après-midi. On enchaîne les différents scénarios pour les apprenants. Et puis, en fin de journée, on fait un bilan plus général sur la journée avec les apprenants, les points forts de ce qu'on a pu voir dans la journée, les points qui pourraient être à retravailler, les difficultés qui ont pu être rencontrées. Donc là encore, chacun s'exprime dans un débriefing collectif. On rapporte les messages clés. On peut aussi fournir quelques flyers de synthèse sur les précautions standards en établissements médico-sociaux. Et ensuite, on procède à ce qu'on appelle un bilan de fin de journée ou une déclusion du groupe, voilà, avec un tour de table et un petit peu comment chacun a pu vivre, et chacun aussi remplit une petite fiche d'évaluation de la journée. Donc nous, notre rôle en tant que formateur tout au long de cette journée, parce qu'on voit le côté apprenant, mais c'est évidemment de la bienveillance. À nous aussi, formateurs, alors, ce que je vais appeler le trinôme, le binôme de formateur et l'acteur, de nous adapter à la composition du groupe et à l'établissement de provenance. Si on a plus des EHPAD, ou si demain, on a déjà eu quelques professionnels isolés venant d'établissements du pôle handicap, eh bien, à nous adapter à la composition du groupe. Et puis, à nous adapter aussi pour la constitution des binômes, ou de qui on va plutôt mettre sur tel ou tel scénario l'après-midi. Donc ça, c'est vrai que souvent, on a une petite idée en fonction des inscrits de comment on va faire les binômes en amont de la journée, mais finalement, c'est le jour même où ils sont vraiment réajustés en fonction aussi de ce qu'on a pu analyser le matin lors de la partie plus théorique sur les précautions standards. Et donc, on choisit les scénarios selon le profil, mais aussi l'état psychologique de l'apprenant, parce que on a quand même, je crois que c'est assez commun en simulation, des apprenants qui sont un petit peu surpris quand ils arrivent et qui découvrent le centre de simulation en se disant « Ah, on va être filmé, oh là là, on va être mis en situation ». Et on a parfois des apprenants qui arrivent et qui n'ont pas forcément été bien informés par leur encadrement ou leur direction sur vers quoi ils vont ce jour-là. Donc ça, c'est parfois quelques petites surprises. Mais bon, à nous de nous adapter en tant que formateurs pour que les apprenants soient vraiment dans une situation la plus confortable possible tout au long de la journée. Alors évidemment, ce que je disais,
souvent, les apprenants, en début de mise en situation, nous disent qu'ils ne s'attendaient pas à ça, ils avaient une méconnaissance de la simulation en santé, même les plus jeunes. Et pourtant, dans les plus jeunes diplômés, certains ont fait un peu de simulation dans les IFSI, IFAS, et ils sont souvent anxieux à l'idée d'être mis en situation, d'être observés par les autres et d'être filmés surtout. Évidemment, un petit truc qu'on ne vous a pas dit avec Nathalie, on demande un droit à l'image en amont de la journée, justement le matin, lors de l'inclusion. Et finalement, en fin de journée, et même parfois en milieu de journée, ils nous disent finalement, on l'a oublié, la caméra. Alors, c'est vrai que c'est un peu plus difficile souvent pour la première équipe d'apprenants qui passe, et puis après, ça se détend au fur et à mesure de la journée. Donc, ils nous disent qu'ils ont cherché à réaliser souvent le soin prévu le mieux possible. Alors ça, c'est le biais de la simulation. Ils ne le réalisent pas forcément comme s'ils étaient au quotidien dans leur lieu d'exercice. Mais ça, on sait, c'est un biais de la formation. Quand on est observé, en général, on essaie de faire du mieux possible. Voilà. En général, les professionnels ont apprécié le rythme de la journée. Ils repartent en disant on a appris des choses. J'invente pas, là, c'est vraiment la synthèse des fiches d'évaluation qu'on a faites. Et ils ont souvent, quand même, ce qui ressort, c'est qu'ils apprécient beaucoup plus la relation avec l'acteur, parce on a des scénarios avec acteurs et avec mannequins, et ils ont une préférence pour les scénarios avec l'acteur, et ça, on en est conscient, l'interaction est beaucoup plus forte et on a encore plus l'impression d'être dans la vraie vie. Donc, en effet, l'acteur, il peut jouer le rôle de résident, de visiteur, d'étudiant en stage. Et puis, pour certains autres scénarios qu'on fait pour les gestions de crise, on peut faire jouer le rôle de directeur, de médecin, de cadre de service, etc. Donc, les échanges, évidemment, sont beaucoup plus forts dans une mise en situation avec acteurs. Et nous aussi, on trouve que c'est beaucoup plus aidant parce que l'acteur, c'est un membre de notre groupe qui connaît les scénarios et les attendus et qui est hygiéniste également. Et il a aussi un rôle de facilitateur. C'est-à-dire que le but, c'est de ne pas mettre nos apprenants en difficulté. Et donc, comme l'acteur connaît bien les scénarios et les attendus de chacune des situations, il peut aussi jouer le rôle de facilitateur. Et ça, pour nous, c'est très aidant en tant que formateur par rapport aux fois où on a pu avoir un acteur qui est obligé d'avoir une oreillette auquel on sera obligé de lui glisser un conseil sur attention, là, il faut que tu changes un petit peu de comportement pour faciliter. Quand on a un membre du groupe, c'est beaucoup plus facile. Et le retour des apprenants, eh bien, c'est les formés qui pourraient vous en dire plus et peut-être encore mieux que ce qu'on vient de vous dire. Alors, je vais départager pour pouvoir mettre la vidéo. Et je vais repartager l'écran adéquat. Hop. Normalement, ça devrait fonctionner. Novembre 2016. 2019. En 2022. 2022. Très bien. J'avais beaucoup d'appréhension, mais à la fois curieuse et intriguée de cette nouvelle méthode d'apprentissage. C'était assez stressant d'être filmé. Ça permet quand même de bien voir les choses et de plus se questionner sur sa pratique. C'était une découverte en fait. C'était surprenante parce que je ne m'attendais pas à être mis en situation et à être filmé, mais pas dérangeant du tout. On a pu débattre. On a fait des petites situations filmées. C'était vraiment ce qu'on peut faire dans le quotidien en fait, et après on débriefait et on était un petit groupe. Donc c'était très intéressant. De prendre davantage confiance en moi, ça m'a permis d'assimiler et de mieux comprendre les précautions d'hygiène de base. Et ça a été plus facile pour moi de les appliquer sur le terrain et d'accompagner aussi mes collègues sur le terrain face aux différentes situations que l'on peut rencontrer au quotidien. Ça a permis de remobiliser les connaissances, d'apporter des nouvelles choses, de se perfectionner
Et ça a permis au quotidien de revoir les petites choses qui ne vont pas, de rectifier les tirs, et c'est quand même très positif. Me conforter d'appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène dans un établissement médico-social. Alors on avait fait un jeu sur la photo-expression, le photolangage. Et du coup chacun piochait des petits... Chacun en fait débattait sur un thème. Et donc ça faisait plein de révisions sur l'hygiène. Photolangage. Et alors, je vais reprendre où on s'est arrêté. Et c'est Nathalie qui va reprendre la parole. Et voilà. Voilà, donc moi je vais vous parler des points forts de ces journées de formation. Donc pour les apprenants, là, comme vous avez pu l'entendre dans la vidéo, c'est vrai qu'on sait que pour eux, c'est une journée qui est différente, qui leur permet de déconnecter de leur quotidien. Nous, on voit que ça a vraiment un impact positif et durable sur leur pratique. Ça leur permet une remise en question des pratiques ou de leur organisation, même lorsque ce sont des correspondants en hygiène ou des référents en hygiène qui viennent à cette journée. On a un très bon taux de satisfaction, un très bon retour. Donc, les points forts pour nous en tant que formateurs, bah, c'est que ces formations ont lieu sur tous les pays de la Loire. Donc, ça met un peu... Enfin, c'est intéressant d'aller sur d'autres secteurs. Ça nous permet d'aller dans des centres qui sont équipés, qui ont des moyens logistiques assez importants. Nous n'avons pas besoin d'une régie très, très compliquée et on n'a pas besoin de haute fidélité. Donc, c'est plus simple à gérer. Nous avons des consommables, mais qui sont transportables facilement dans des valises en général. Et nos objectifs sont généralement atteints à la fin de la journée. Nous avons, nous aussi, une grande satisfaction à faire ces journées de formation. C'est vrai que ce sont toujours des moments enrichissants de rencontre des professionnels de MS et on sait ô combien ces professions sont dans des situations difficiles actuellement. Alors, bien sûr, ce type de formation a des inconvénients, notamment pour nous, hein. C'est sûr que ça a un rendement très faible. Ce sont des journées qui sont très chronophages par rapport au temps de préparation pour en fait former 6 à 8 professionnels maximum sur une journée. La logistique, bon, parce que c'est bien de voyager, mais en fait, la logistique entraîne quand même un petit peu de complications, hein, parce que tout ne va pas forcément aussi bien que prévu. Et puis, bon, évidemment, ce sont des journées très intenses, avec une charge mentale pour l'organisation de cette journée. Et puis, il faut être très, très vigilant tout au long de la journée. Il faut être vigilant sur la gestion du temps. Il faut avoir bien préparé avant, mais il faut bien suivre aussi, essayer de ressentir comment vivent les professionnels en formation. Il faut gérer les situations un peu difficiles pour certains. On se fait un débriefing en fin de journée de formation, on se fait un débriefing de la journée. Et puis, bah, après, il faut quand même ranger, il faut tout remettre dans les voitures et puis il faut rentrer chez nous. Donc, ça nous fait des très grosses journées. Et puis, un des inconvénients aussi, c'est le coût de la formation qui peut paraître élevé puisque ben, ça demande quand même une organisation et une mobilisation de professionnels. Alors, les évolutions et les améliorations qu'on voudrait apporter, donc on tient compte du retour et des fiches d'évaluation que nous redonnent les apprenants. On prend en compte les temps de débriefing que l'on fait entre nous et lors de nos réunions de travail plusieurs fois dans l'année.
et on tient compte de l'actualité et de la réglementation qui évolue par rapport à la gestion du risque infectieux. Et donc, les adaptations que l'on apporte, c'est justement cette réactualisation, ces réajustements qui sont nécessaires. Par exemple, les formations qui ont eu lieu en 2023, on les a adaptées, on a adapté des scénarios en situation Covid, et puis on a été obligé d'intégrer le fait que le port du masque était obligatoire en EMS. Les visiteurs, les professionnels, parfois même les résidents devaient porter le masque. Donc tout ça, ce sont des choses que l'on est obligé de mettre en place dans nos formations. Et puis les formations, on essaye de toujours enrichir nos scénarios au maximum de façon à bien pouvoir adapter la journée de formation selon le public, selon le ratio IDE, AS ou ASH présent. Et puis aussi, si c'est une équipe constituée de professionnels d'établissements pour personnes âgées ou de professionnels du handicap ou. Donc, à partir de ces expériences-là, depuis plusieurs années au sein proches des EMS, et après cette crise Covid qui nous a occupés pendant plusieurs années, nous avons bien sûr, comme vous constatez, le problème de ressources humaines en EMS. On sait qu'il y a un manque de formation initiale et de formation continue liée à une contrainte de temps et des contraintes budgétaires aussi. Et puis, on sait que les professionnels cherchent à suivre d'autres modes de formation et parallèlement, il y a le développement des nouvelles technologies. Donc, on a réfléchi depuis un petit moment pour mettre en place une formation qui pourrait avoir lieu vraiment au sein des EHPAD. Donc voilà notre projet qui normalement pourra être mis en place cette année. C'est un projet qui a été labellisé fin 2021 par l'ARS et c'est un projet qui nous tient à cœur. L'objectif est de pouvoir venir au sein d'un EHPAD et de pouvoir faire des formations d'environ 1 heure et demie, des petites sessions d'1 heure et demie où on aurait 4 à 5 professionnels qui pourront suivre 2 scénarios à l'aide d'outils de réalité virtuelle. Et ainsi, on pense pouvoir former plus de personnes, le fait de venir au sein de l'EHPAD et de pouvoir proposer une formation innovante et très immersive. Et donc, on y croit beaucoup et on espère que ce sera bien déployé sur cette année 2024 et que vous pourrez en entendre parler. Donc voilà, tout le groupe simulation du CEPIAS vous remercie de nous avoir invités et d'avoir pu présenter ce topo. Et puis, nous restons à votre disposition pour répondre aux questions. Merci. Merci Nathalie et Eric pour cette présentation qui permet à la fois pour les professionnels des établissements de voir concrètement comment la formation se déroule et puis aussi du point de vue des formateurs, comment ça se déroule aussi et puis les points de vigilance à apporter et puis également vos perspectives d'aller dans les établissements avec d'autres modalités pédagogiques plus innovantes. Donc c'était très intéressant. Alors, je vais départager mon écran et puis vous avez la parole. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir vos micros ou bien à poser votre question dans le chat. On pourra se faire le relais de vos questions. Je vais commencer à ouvrir le bal, Solène. Merci beaucoup, Nathalie et Eric, de votre présentation et puis des perspectives. Je posais la question à Nathalie la semaine dernière, est-ce que tu vas nous parler
de votre projet de réalité virtuelle ça fait plaisir de pouvoir voir cette perspective qui puisse être déployée prochainement. En tout cas, on l'espère tous Mm. pour vous et puis pour les professionnels. Ce qui m'amène à poser une question justement sur, vous avez bien précisé tout l'enjeu d'être euh, en proximité auprès des professionnels du secteur médico-social dans un contexte compliqué, mais en même temps, on sait bien que la simulation, c'est ce qui est le plus efficace. Donc, quelquefois, il vaut mieux miser sur la qualité plutôt que la quantité des professionnels. Et moi, je m'interrogeais si vous aviez envisagé dans des perspectives moyen ou long terme d'avoir le même type de programme, mais à domicile, voire aussi auprès des proches à domicile. En fait, comment on peut sensibiliser encore plus largement les professionnels et les aidants au sujet du risque infectieux. Puis, vous le savez, les soins infirmiers à domicile, par exemple, ou les soins à domicile ou les futurs SAD, c'est quand même un sujet majeur et on voit de plus en plus qu'on a des problématiques récurrentes liées au domicile même des patients et des personnes accompagnées. Alors, non, on n'a pas envisagé ça. Mais c'est vrai que bah, sur le CEPIAS et puis dans les réseaux territoriaux, on est très sensibilisé à l'aspect soins à domicile. C'est vrai qu'on a essayé de travailler pour de l'information, de la communication, par exemple, vers les aides ménagères, les auxiliaires de vie. Voilà, on avait fait toute une série de flyers pratiquement sans texte pour bien aussi tenir compte des professionnels à qui l'on allait proposer cette communication. Et donc, c'était des flyers qui évoquaient les problèmes de prévention du risque infectieux, comment se comporter, quels gestes appliquer face à une personne qui a une infection respiratoire. Enfin, voilà. Donc, non, mais c'est pas quelque chose qu'on a. Bah, nous, si on avait beaucoup de temps, bah, c'est sûr que ça serait passionnant à faire, hein, ça c'est sûr. Mm. Ceci étant, on a quand même, alors pour des soins très techniques, on a quand même mis en place de la formation par simulation procédurale, par exemple pour la gestion des peak line, midline. Donc il y a la Vendée et la Sarthe qui ont mis en place ces types de formations qui sont ouvertes aussi aux professionnels libéraux et parfois aussi aux coordonnateurs des prestataires. Donc c'est très technique, hein, j'avoue, mais on a quand même mis un petit peu quelque chose en place. Et pour compléter votre question, je suis d'accord avec Nathalie. Je crois qu'il y a un gros besoin, peut-être encore plus que pour les IDE libérales et les aides-soignants, c'est les autres professionnels aidants d'associations, hein, l'aide à la toilette, comme dire, le terme c'est aide ménagère, mais vous savez, les associations famille rurale, O2 et plein d'autres, hein, j'en oublie en les citant. Et on sent bien qu'il y a un besoin d'accompagnement aussi de ces équipes-là, parce que les aides-soignants ont une formation initiale avec quand même un bloc de 35 heures d'hygiène, les infirmiers aussi, alors même si parfois c'est un peu loin et ancien, les autres professionnels sont des professionnels qui n'ont pas forcément eu les bases en hygiène. Donc, c'est une piste de travail, hein. On pourra en rediscuter au sein du groupe régional, comment on peut Mhm. à terme évoluer. Mais en effet, c'est une très bonne question. Merci beaucoup. Alors, il y a quelques questions qui sont arrivées dans le chat. Alors, la première, la présentation sera-t-elle diffusée? Alors oui, vous allez pouvoir retrouver le replay d'ici une dizaine de jours, même un peu avant, sur la chaîne YouTube de Calirel Santé. Il y a une playlist sur l'espace ressources simulation et donc vous pourrez trouver le replay à cet endroit. Et puis, une autre question qui est où trouver des simulations si d'aventure nous souhaitons mettre en place des simulations en interne? Alors sans doute peut-être des scénarios, peut-être plus.
Alors, je veux bien répondre à une partie de la question, le où, peut-être pas, mais attention, on ne s'improvise pas formateur en simulation en interne dans les établissements en récupérant des scénarios dans une banque de scénarios qu'on pourrait récupérer sur Internet. Enfin, à mon sens, on ne s'improvise pas formateur en simulation, même si peut-être qu'on a de très grandes capacités, compétences et capacités pédagogiques. La simulation, enfin, en tout cas, nous, on y veille au sein du groupe. Ça doit vraiment être fait par des professionnels qui ont une attestation de formation, de formateurs de simulation en santé. Il y a quand même des... On peut, si on s'improvise formateur, on peut très vite se retrouver devant une très grande difficulté, c'est d'avoir mis un professionnel apprenant en difficulté. Et je crois que ça, il faut savoir le gérer, il faut savoir l'anticiper et il faut savoir l'accompagner par la suite. Et on ne s'improvise pas formateur en simulation. Après, sur le où trouver les informations, je laisse Nathalie répondre. Euh, ben, où trouver? Alors, je ne sais pas quelle est la question exacte, c'est-à-dire comment alors mettre en place dans un établissement vraiment ce type de formation. Ben, oui, il faut des formateurs. Si c'est une formation simulation, il faudra forcément des formateurs vraiment formés. Par exemple, nous, sur le projet de réalité virtuelle là, que l'on proposera normalement cette année, euh, il est clair que ce seront des gens qui seront formés à la simulation qui mettront en place cette formation, hein. Donc, il faut, il faut que le groupe qui veut mettre ça en place soit appuyé par des gens qui sont réellement formés. Alors voilà, il est précisé, la personne précise que c'est plutôt dans l'optique d'une analyse de la pratique professionnelle. Voilà. Oui. Peut-être que, moi, d'après ce que je comprends, c'est vous questionnez plutôt comment, où est-ce qu'on peut se former à être formateur en simulation en santé. Ah, Peut-être que c'est le peut-être. cas. D'accord. Enfin, je crois Oui, oui. comprendre ça. Et du coup, comme l'a précisé, je crois, Eric, effectivement, c'est important de bien se former. Il y a une attestation universitaire qui existe à Angers. Euh, et d'ailleurs, je crois, Solène, qu'on peut retrouver les coordonnées sur le site de l'espace ressources. Vous les Normalement, partagez? oui, il faut que je... En tout cas, c'est à Angers, le DU, effectivement, l'attestation, elle se situe à Auxis. Et par contre, si vous souhaitez, pour la personne qui pose la question, si vous souhaitez ensuite qu'on vienne faire de la formation pour un groupe de professionnels au sein d'un EMS ou d'un groupe d'EMS, parce que parfois, il y a plusieurs EMS qui sont associés. Ça, c'est la démarche, elle est à faire auprès du CEPIAS des Pays de la Loire. Et nous, on a un calendrier de journées ouvertes à des inscriptions euh, en centre de simulation, mais je crois que quand même toute proposition ou toute demande d'un établissement bien spécifique, on se l'a posé la question justement avant la visio, peut être étudiée par le groupe si vraiment il y a un effectif suffisant à former dans un établissement. Enfin, c'est toujours ouvert à la discussion. Nathalie, tu confirmes ou tu infirmes Oui, ce oui, que je tout viens à de dire? fait. Non, non, tout à fait. Ah, alors, j'ai des questions à côté de moi. Non, oui, Jean-Claude Grandry, je suis donc conseiller scientifique auprès de Calirel. D'abord, je voudrais vous féliciter pour votre exposé. Il est vraiment très clair, très intéressant. Et j'avais deux ou trois questions à vous poser. La première concerne, en fait, je voudrais que vous approfondissiez un petit peu concernant ce que vous avez découvert sur la méconnaissance ou les insuffisances de connaissances sur l'hygiène hospitalière après des nouveaux arrivants. Est-ce que pour vous, vous avez déjà connu ça? Est-ce que il semblerait que c'est le cas pour beaucoup de questions et de questions pratiques? Et donc, j'aimerais savoir un peu quelle est vos réflexions sur ce sujet-là? Parce que, encore une fois, il n'y a pas que l'hygiène hospitalière, ça concerne beaucoup de choses. Quel est votre état des lieux là-dessus? Euh, En fait,
c'est vrai que on a vu vraiment une évolution là quand on parle du Covid là où bon, c'est vrai que dans les établissements c'était réellement des situations de guerre, hein. Enfin, on arrivait dans Mhm. des établissements et on a bien senti là qu'on arrivait à faire passer un message. Parce que les gens méconnaissaient. Enfin, je veux dire, on est arrivé dans des établissements où les gens portaient deux masques l'un sur l'autre, portaient Mhm. une surblouse, une tenue complète en dessous, parfois un tablier en plus. Enfin, on a trouvé des choses parce que on avait affaire parfois à des professionnels qui n'étaient vraiment pas du métier, mais on a quand même été étonnés aussi de trouver des gens qui avaient une formation initiale, hein, des infirmiers enfin, qui nous sortaient des précautions complètement insemblables. Donc, Mhm. euh, euh, on a, et on pensait que l'intérêt suscité par le problème de transmission de micro-organismes là, suite au Covid, on pensait qu'il resterait quelque chose de ça, mais en fait, tous les EMS ont eu un renouvellement de personnel très très conséquent. Donc, on n'a plus du tout les mêmes équipes. On Mhm. n'a plus les repères, hein, enfin, les infirmiers de coordination, enfin, tout le monde a bougé, en fait. Les directeurs ont bougé. Enfin, c'est vraiment un Mhm. milieu qui est complètement transformé, là, et qui Mhm. recherche encore un point d'équilibre. Donc là, actuellement, on a affaire à du personnel qui est très, très peu formé, hein, très, Ouais. très peu formé. Bah, en vous écoutant, je me demande s'il ne faudrait pas prendre ce genre de formation apparentée obligatoire ou Ah oui, fortement bien sûr. incitée. Et ça, je pense Oui. on va essayer de voir ça et peut-être en parler dans les instances nationales, pourquoi pas. Ma deuxième question, je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'est l'évaluation. Dans vos points forts, vous parlez d'impact durable. Alors ça, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je suis en train de travailler actuellement justement sur ce que j'appelle la dose de simulation. C'est-à-dire combien de temps faut-il répéter telle ou telle formation pour qu'elle soit vraiment efficace. Pour l'arrêt cardiaque, par exemple, on sait qu'il faut le refaire tous les 6 mois en moyenne. Là, il y a un travail qui vient de sortir sur le choc septique et la conduite à tenir face à un choc septique, il faut le faire tous les 3 mois. Donc, c'est quelque chose de très lourd. Et quand vous dites, vous, impact durable, est-ce que vous avez fait des évaluations à distance après vos formations, à 3 mois, à 6 mois? Alors, en fait, on s'engage un peu à dire ça parce que comme on retourne régulièrement dans certains EMS et de ces établissements-là, du personnel est venu à nos journées de formation et c'est ce retour-là, en fait, Mhm. qui nous fait dire que on voit qu'il y a des choses qui sont implantées grâce aux journées de formation en simulation, hein. C'est dans ce sens-là. Ok, mais ça serait bien. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas tout changer. Par exemple, on Non. préconise le port du tablier lorsqu'on gère les excrétas. Ben, si la personne retourne le lendemain de la formation dans son EMS et qu'il n'y a pas de tablier et que le directeur n'a pas compris pourquoi il faut investir dans des tabliers, c'est Mhm. sûr que ça ne va pas changer grand-chose. Mais euh, on voit qu'on arrive vraiment à faire passer un message et qu'ils se sentent plus forts parce qu'ils ont bien compris. Et à partir du moment où la personne a compris, elle arrive à diffuser. Mais ça serait vraiment très bien si vous pouviez le formaliser, ça. Oui, D'accord. Une enquête à 6 mois, par Oui, exemple, et je oui. pense que ça pourrait. oui, tout à fait. C'est une réflexion qu'on va avoir au sein du groupe. Mm. Pour poursuivre sur la question de la formation des nouveaux arrivants, dans le cadre de la formation 70 heures qui est mise en œuvre pour les professionnels Oui. qui exercent dans les structures médico-sociales, est-ce que vous avez pu, sur le versant hygiène, intégrer, est-ce que dans ces 70 heures, ces sujets-là sont intégrés? Pour rebondir un peu sur la remarque de Jean-Claude sur le fait que ça devrait être obligatoire, est-ce que c'est déjà identifié comme le socle obligatoire et indispensable pour exercer dans ces structures? Alors, on intervient, on intervient 7 heures hein, dans le programme de 70 heures, les hygiénistes aujourd'hui. Mais en tout cas, on n'a pas encore introduit de dose de simulation, mais c'est en effet une réflexion qu'il faut qu'on mène avec les
les IFAS, puisque ce sont les IFAS qui portent ces programmes. Je crois qu'il y a vraiment une réflexion à mener avec eux, d'autant plus que souvent dans ces groupes donc de formation 70 heures, ce sont des petits groupes. Hein, enfin, en tout cas, moi, pour intervenir, j'interviens toujours dans des groupes de 10, 12, 15 apprenants, donc il y a peut-être une ouverture possible. Il faut vraiment qu'on en reparle aussi au sein du groupe. Mais en tout cas, ils ont 7 heures de sensibilisation à l'hygiène. Alors, c'est pas beaucoup, hein, c'est 10% du temps, mais ce ne sont encore que des apports sous une forme qui reste classique. En tout cas, pour mon département. Ok. Il faut faire attention quand même, il faut qu'en effet former, et c'est une très bonne idée de rendre cette formation obligatoire. Alors peut-être pas avec une redondance aussi fréquente que pour des gestes très techniques, comme ceux que soulignait le professeur Grandry, mais il faut qu'on fasse attention, c'est que derrière, il faut qu'on soit en capacité de démultiplier et de répondre parce qu'on a des écoles d'aides-soignants maintenant avec des effectifs à 60-70 étudiants par promo, des écoles d'infirmiers à 180 étudiants par promo. Et derrière, il faut qu'on soit capable d'assurer et d'assurer la couverture. Alors, je parle d'un département, mais on a 5 départements dans les Pays de la Loire. Mais c'est vraiment une très, très bonne idée. Après, on peut aussi il y a déjà de la simulation en santé qui se fait dans les IFSI et les IFAS, et c'est peut-être à nous, membres du groupe de travail, de se dire, dans chacun des départements, il faut qu'on ait 1 ou 2 référents pour pouvoir accompagner les formateurs des IFSI et IFAS pour bien veiller à ce qu'il y ait une dose de PRI, de PCI plutôt, de prévention contrôle de l'infection, dans chacun de leurs scénarios qui mettent en place sur des soins plus techniques. Et là, je crois que c'est plutôt, je pense qu'il faut plutôt attaquer ça sous cet angle-là, c'est-à-dire, on est disponible, vous avez un référent par département, et il faut vraiment veiller à ce que quand vous faites une formation par la simulation dans vos instituts sur un geste technique, ne pas oublier le versant prévention et contrôle de l'infection. Et ça, c'est vrai même dans tous les grands centres de simulation. Hein. On en a déjà discuté plusieurs fois avec l'équipe d'Angers et du Mans. Hein. Il ne faut pas oublier toutes les dimensions lorsqu'on monte des scénarios en simulation en santé. Nous revoilà. Mon ordinateur a fait un blackout. Merci en tout cas d'avoir pu poursuivre. Moi, j'avais encore une question parce que, encore une fois, peut-être il y a d'autres questions. Non, ça y est, c'est bon là. Moi, j'ai été particulièrement intéressé par vos dernières diapositives parce que votre projet numérique est très intéressant, ça c'est clair. Et vous ne savez peut-être pas, mais la Safrasim, une société francophone de simulation santé, vient de créer un groupe de travail sur la simulation numérique, dont je suis le coordonnateur. Et ce genre de travail que vous avez présenté nous paraît très important. Ce qu'il faudrait vraiment, c'est que vous le fassiez sous la forme d'un projet d'article ou de présentation, en tout cas, c'est-à-dire en effet bien préciser aussi l'évaluation de ce dont on a parlé tout à l'heure, pour en faire vraiment une présentation d'abord peut-être au congrès. Ça sera trop tôt pour cette année à Brest, Oui. mais je crois que ça serait bien de le voir sous l'aspect de présentation l'an prochain. C'est vraiment parce que c'est encore une fois, je pense personnellement, alors vous allez voir, le guide de bonne pratique de la HAS a été actualisé, il va sortir dans les semaines qui viennent. Là, il a été validé par les instances de la Haute Autorité de Santé. Et vous verrez, il y a tout un chapitre sur la simulation numérique, avec les particularités, le briefing, le débriefing, etc. Et donc, je crois que vous faites partie des gens qui, avec ce projet-là, qui vont nous aider à construire la simulation numérique de demain, quoi. Donc ça, il faut le faire de façon vraiment, mais j'ai vu que vous le fassiez, c'est très bien, de façon avec au départ, peu d'apprenants. Mais ce qui nous importe surtout, c'est l'évaluation. Alors donc, justement, le numérique permet une évaluation a priori plus facile. Il faut prévoir une évaluation formelle dans votre projet. Voilà, bon, je veux dire, encore une fois, bravo, parce que
vos présentations étaient très claires. Merci. En fait, on aime beaucoup faire ces formations-là. Donc, j'espère qu'on a pu faire passer ce message-là. Mhm. Qui vous a aidé pour le scénario numérique là, quelle boîte vous a aidé? Vous avez travaillé avec qui? C'est On pas travaille indiscret. avec Sim4Health. Ah oui, oui, d'accord. Je connais bien. Alors, merci. Est-ce qu'il y a de nouvelles questions? Non, c'est bon. Alors, il y en avait une que j'ai vue, mais du coup, j'ai plus dans le chat, mais qui concernait, qui était un peu plus large que la présentation. Si une personne qui venait d'un IFAS, si je me souviens bien, qui demandait s'il y avait une formation à l'espace ressources. Donc, c'est juste à me permettre de faire une transition, en fait, pour le prochain rendez-vous simulation qui aura lieu d'ici un mois, où en fait, comme on a fait évoluer les modalités de partage de l'espace ressources simulation et de communication, on vous présentera la plateforme Talkspirit et puis comment le réseau a évolué et s'anime désormais. Donc peut-être que ça répond à la question de cette personne, je crois qu'il n'est plus connecté, mais en tout cas, j'espère que ça pourra apporter des éléments. Et puis bah, on va clôturer ce rendez-vous. Donc une nouvelle fois, un grand merci pour cette présentation. Et puis bah, merci à tous de votre participation. Merci à vous de nous avoir Merci. invités. Et à Et vous, puis oui, également. rendez-vous dans un mois.